dit que tu es trop silencieux, trop intense, trop excessif. Tu parles, et la pièce se tait. Non pas parce que tu as tort, mais parce que tu es différent. Tu remarques ce que les autres ignorent. Tu remets en question ce qu'ils acceptent aveuglément. Peu à peu, les gens s'éloignent. Ils rient ensemble de choses qui t'ennuient. Ils s'acharnent sur les drames, les tendances et la superficialité, tandis que toi, tu restes prisonnier de pensées plus vastes. La vie, le sens, la mort. Alors tu essaies de te fondre dans le décor. Tu souris quand il le faut, mais au fond, tu te sens étranger parmi les tiens. Et, tôt ou tard, tu te poses cette question. Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Et si le problème, ce n'était pas toi? Et si la société n'était tout simplement pas faite pour des êtres comme toi? Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer pensait que l'intelligence, la véritable, brute et lucide, isole. Plus on pense profondément, plus on s'éloigne. Car la plupart des gens ne cherchent pas la vérité. Ils veulent le confort. Et les esprits intelligents, eux, menacent ce confort. Cette vidéo explore la vérité brutale que Schopenhauer a dévoilée. Pourquoi la société rejette les véritables intelligences? Et pourquoi ta solitude pourrait bien être la plus haute preuve de ton esprit? Tout commence tôt. Tu es dans une salle de classe, entouré d'enfants de ton âge, mais tu te sens à part. Pas supérieur, juste déconnecté. Tandis que les autres rient sans réfléchir, tu es déjà ailleurs, perdu dans tes pensées. Pourquoi les gens disent-ils ce qu'ils ne pensent pas? Pourquoi le bavardage te semble-t-il être un vacarme vide? Pourquoi as-tu cette impression constante de regarder la vie plutôt que de la vivre? Voici le premier goût de cette malédiction silencieuse qui accompagne l'intelligence. Pas celle des notes ou des diplômes, mais celle qui questionne trop et ressent trop. Celle qui perçoit les contradictions humaines, repère l'hypocrisie subtile et refuse de simplement suivre le courant. Avec l'âge, le décalage devient plus flagrant. Tu te retiens de parler. Tu as appris que la vérité met les gens mal à l'aise, que poser trop de « pourquoi » gâche l'ambiance. Alors tu acquiesces, tu souris, tu fais semblant, car être compris te semble impossible. On te prend souvent pour un prétentieux, alors qu'en réalité, tu es juste lasse d'avoir à t'expliquer sans cesse. Tu n'es pas froid, tu as simplement compris que la profondeur effraie. Alors tu enfermes tes idées. Tu censures tes questions. Tu caches ta peine. Voici le paradoxe. La société prétend admirer l'intelligence, mais elle rejette émotionnellement ceux qui la possèdent à l'état brut. On célèbre le génie en théorie, mais dans la réalité, l'intelligence authentique est isolée. Pourquoi? Parce que l'intelligence véritable ne se contente pas de résoudre des problèmes. Elle remet en cause les normes. Elle perce les illusions. Elle interroge ce que tous acceptent sans réfléchir. Et cela dérange. Tu deviens trop complexe pour les relations superficielles. Trop analytique pour savourer les plaisirs simples sans les disséquer. Trop conscient pour te détendre. Et le coût émotionnel? Il est invisible, mais accablant. Tu es entouré, mais seul. Tu rêves d'une connexion qui dépasse la surface. Quelqu'un qui ne se contente pas de t'entendre, mais qui te comprenne vraiment. Mais cette personne ne vient jamais. Alors tu te demandes encore, y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Voilà la tragédie silencieuse. On n'enseigne pas aux êtres intelligents comment survivre à cette solitude. On leur apprend à réussir, à performer, mais pas à exister avec un esprit câblé différemment. Alors tu t'adaptes. Tu deviens un caméléon, tu simplifies ton discours, tu apprends à te taire. Pas par choix, mais par nécessité. Car chaque fois que tu as osé dire ta vérité, tu l'as payé cher. Mais, au fond de toi, un poids s'accumule, une tristesse muette, une fin de sens, une question lancinante. Suis-je le seul à ressentir cela? Tu ne l'es pas. Vois-tu, ce que tu ressens, cette souffrance discrète, n'est pas la preuve d'une faiblesse. C'est le signe d'un esprit rare tentant de survivre dans un monde trop plat. Schopenhauer l'avait vu, il y a des siècles. Il ne s'est pas contenté de comprendre ta douleur, il l'a prédite. Il existe une règle implicite qui régit nos sociétés. Ne pense pas trop. Ne remets pas le scénario en cause. Ne sors pas du rang.
suis ce qui est populaire, dis ce qui est convenable, et sois d'accord avec la voix la plus forte de la pièce. C'est ce que Schopenhauer appelait le troupeau. Cette tendance des humains à abandonner leurs pensées, non par bêtise, mais parce que penser de façon indépendante est dangereux. Et c'est pourquoi les véritables intelligents font peur. Non parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils refusent de vénérer le troupeau. Dès que quelqu'un pose un « pourquoi », le groupe s'agite. Dès qu'une contradiction, un mensonge, une tradition aveugle est pointée du doigt, le groupe se braque. Ce n'est pas rationnel, c'est psychologique. Dans chaque classe, chaque bureau, chaque communauté, il y a une pression subtile. Conforme-toi ou sois exclu. Et l'être intelligent, par nature, résiste à cette pression. Non par rébellion, mais par curiosité, par quête de vérité. Mais voici une vérité dérangeante. Penser différemment n'est pas admiré. C'est perçu comme une menace. Car l'intelligence ne remet pas seulement en question les faits. Elle dérange le confort. Elle brise les illusions. Elle éclaire ce que les autres préfèrent ne pas voir. Quand tu entres dans une pièce et que tu dis quelque chose qui révèle l'hypocrisie du groupe, quand tu proposes une idée qui n'a pas été validée par le consensus, quand tu questionnes le système au lieu de t'y soumettre, tu ne reçois pas d'applaudissements. Tu es taxé d'étrange, de trop intense, de pas coopératif. Prenons le monde du travail. On prétend valoriser l'innovation, la créativité. Mais en réalité, ceux qui osent soulever des vérités inconfortables sont mis à l'écart. Ceux qui questionnent les systèmes inefficaces sont accusés de trop réfléchir. Ceux qui refusent les commérages ou la fausse positivité sont dits asociaux. À l'école, c'est pareil. Les élèves qui suivent aveuglément les règles sont récompensés. Ceux qui posent trop de questions sont jugés perturbateurs. Pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils dérangent l'autorité. Même les plateformes censées favoriser la pensée libre punissent la complexité. Les algorithmes favorisent la simplicité, la répétition, la manipulation émotionnelle. Pas la nuance, pas la profondeur, pas l'intelligence. Alors, que deviennent les véritables intelligents dans un tel système? Ils apprennent à se cacher, à se diminuer, à porter un masque pour survivre. Et, finalement, la société obtient exactement ce qu'elle voulait. Des génies silencieux, un potentiel enfoui sous des années de doute, une sagesse tue parce qu'elle n'a jamais été la bienvenue. Voici l'ironie suprême. Le monde prétend vouloir de l'intelligence, mais seulement celle qui se tient tranquille. Celle qui ne dérange pas, celle qui rentre dans une jolie boîte. Mais la vraie intelligence est chaotique. Elle ne rentre pas dans des slogans, elle se moque des tendances, elle ne flatte pas les égos, elle les défie. Et c'est pourquoi la société la repousse. Être vraiment intelligent, c'est être incompris, c'est être craint, c'est se sentir seul dans une pièce pleine de gens qui acquiescent à des choses que tu sais fausses. Ce n'est pas juste du rejet, c'est un exil social. Car quand tu vois à travers le jeu, tu cesses d'y jouer. Et quand tu cesses d'y jouer, tu cesses d'appartenir. Voilà le prix de la non-conformité. Et ceux qui refusent de trahir leur propre esprit le paient, en silence, chaque jour. Mais Schopenhauer croyait que cette souffrance avait un sens. Pour lui, l'intelligence n'était pas un privilège, mais un fardeau que peu sont capables de porter. Et ceux qui le portent doivent démarcher sur un chemin plus solitaire, mais aussi plus authentique. Arthur Schopenhauer n'était pas un philosophe ordinaire. Il ne maquillait pas la réalité. Il ne promettait pas le bonheur. Il croyait que la vie, en son essence, était souffrance, et que plus on en devient conscient, plus on la ressent intensément. Pour beaucoup, cette vision semble sombre. Mais pour ceux qui ont connu le désespoir silencieux de trop penser et de trop ressentir, cela sonne juste, presque comme si enfin, quelqu'un avait osé dire la vérité. Né en 1788 en Allemagne, Schopenhauer fut élevé dans un foyer riche mais émotionnellement froid. Un père rigide, marchand rationnel, une mère mondaine, brillante et littéraire, qui plus tard rejettera son pessimisme. Très tôt, Schopenhauer se sentit en décalage. Il observait la vie avec une profondeur telle qu'il se vivait plus en témoin qu'en acteur. C'est de là que naquit sa philosophie.
Son idée la plus célèbre est la suivante. Un homme ne peut vraiment être lui-même que dans la solitude. Selon lui, l'intelligence mène à l'isolement, non par choix, mais par conséquence. Plus ta compréhension du monde est profonde, plus tu t'éloignes de ceux qui vivent en surface. Au cœur de sa pensée se trouve le concept de la volonté, cette force aveugle, irrationnelle, qui gouverne tous les êtres vivants. Elle n'obéit à aucune logique, elle se moque de la vérité. Elle désire, sans fin, sans conscience, dans une douleur sourde. Pour Schopenhauer, la plupart des hommes sont les esclaves de cette volonté. Ils poursuivent le plaisir, le pouvoir, la reconnaissance, non par réflexion, mais parce qu'ils sont pris dans un cycle de désirs qu'ils ne perçoivent même pas. Mais les esprits vraiment lucides, les penseurs, les observateurs, finissent par repérer le piège. Ils prennent du recul, ils se détachent, et c'est là que commence la souffrance. Car une fois que tu as vu le monde tel qu'il est, une danse d'illusions mue par des pulsions inconscientes, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne ris plus aux mêmes blagues. Les bavardages te paraissent vides. Tu te sens tel un fantôme errant dans une fête sans fin, vous demandant pourquoi personne ne perçoit le vide. Schopenhauer le formulait ainsi : moins un homme est intelligent, moins l'existence lui paraît mystérieuse. Autrement dit, l'ignorance n'est pas seulement un confort. Elle est un passeport pour l'appartenance à la foule. Dès que vous commencez à poser des questions profondes sur le sens, la mort, la morale, vous perdez votre place dans la tribu. Non parce que l'on vous hait, mais parce que l'on ne vous comprend pas. Schopenhauer ne méprisait pas la société. Il pensait simplement qu'elle et la solitude remplissaient deux fonctions opposées. La société vous divertit. La solitude vous révèle. Et ceux qui possèdent une intelligence véritable finissent toujours par désirer ce que la société ne peut offrir. Le silence, la clarté, l'authenticité. C'est pourquoi il célébrait la solitude, non comme une forme de solitude amère, mais comme une libération. Les grands hommes sont comme des aigles. Ils bâtissent leur nid sur des hauteurs solitaires. À ses yeux, l'intelligence n'avait rien de glamour. C'était une malédiction qui dépouillait l'être de son confort et le forçait à vivre en exil existentiel. Et pourtant, il ne prônait pas le désespoir. Il croyait en une manière plus élevée d'habiter le monde, par la contemplation, l'art et la philosophie. Transformer sa souffrance en lucidité, son isolement en sagesse. Il fut l'un des rares philosophes à oser affirmer ceci. La douleur que vous ressentez en pensant trop est réelle. Le sentiment d'incompréhension que vous vivez lorsque personne ne partage vos pensées est légitime. Et ce malaise profond, cette intuition que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde, vous ne l'inventez pas. C'est pourquoi sa pensée touche tant ceux qui se sentent étrangers dans leur propre environnement, dans les salles de classe, les réunions, les repas de famille, entourés de paroles, mais affamés de sens. Pour Schopenhauer, la souffrance est le prix de la clarté. Et tandis que le monde se moque de ceux qui voient trop, il murmure à travers les pages de ses livres « Tu n'es pas brisé, tu es juste éveillé ». Sa philosophie n'avait pas pour but de réparer la vie, mais de nous aider à l'endurer sans se mentir. À affronter l'obscurité, non pas avec peur, mais avec dignité. Car au bout du compte, l'intelligence peut vous isoler des autres. Mais elle vous relie au vrai, au beau, à l'art, à votre propre âme. Et cela, pensait Schopenhauer, est une forme plus élevée de connexion que nulle foule ne saurait offrir et qu'aucun rejet ne saurait vous ôter. La solitude est souvent perçue comme un échec relationnel. Mais, et si elle était parfois le prix à payer pour penser plus profondément ? La psychologie moderne commence à confirmer ce que des penseurs comme Schopenhauer pressentaient depuis des siècles. Une intelligence élevée s'accompagne souvent d'une forte solitude. Regardons ce que dit la science. Une étude de 2016, publiée dans le British Journal of Psychology, révèle un phénomène troublant. Plus une personne est intelligente, moins elle tire de satisfaction des interactions sociales fréquentes. Pour la majorité, passer du temps entre amis accroît le bonheur. Mais chez les individus à haut potentiel intellectuel, trop de vie sociale provoque frustration, surcharge émotionnelle et vide.
Pourquoi? Parce que les conversations sont souvent superficielles. Parce que leur esprit réclame profondeur, subtilité, idée, et non pas bavardage, répétition ou vacarme émotionnel. Ils peuvent aimer les gens, mais peinent à s'insérer dans la forme de lien que propose la société. D'où une solitude cognitive. Ce n'est pas être seul physiquement, mais entouré sans jamais se sentir compris. C'est ici que le paradoxe émotionnel se dévoile. D'un côté, les personnes très intelligentes sont introspectives. Elles analysent, remettent en question, vivent dans leur tête, sculptant des univers mentaux que nul ne voit. Mais d'un autre côté, elles restent humaines. Elles ont besoin de liens, d'intimité, de résonance. Elles veulent quelqu'un qui ne fasse pas que hocher la tête, mais comprenne réellement, qui capte l'indicible, qui perçoit l'invisible. Et c'est là le piège psychologique. Plus tu es intelligent, plus il devient difficile de trouver quelqu'un qui comprenne ta solitude. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la neurobiologie. Le psychologue Thomas Suddendorf, spécialiste de l'évolution cognitive, explique que nos cerveaux ont évolué dans de petits groupes tribaux de 100 à 150 individus. Notre intelligence s'est développée pour survivre dans des cercles sociaux restreints. Mais aujourd'hui, les individus à haut QI vivent dans un monde radicalement différent. Ils traitent l'information plus vite, pensent en abstraction, remettent en cause les normes. Ils ne rentrent plus dans le moule émotionnel de l'appartenance tribale. Leur esprit devient un inadapté évolutif. Et cela fait mal, car une intelligence très élevée s'accompagne souvent de dysrégulation émotionnelle, non pas parce que quelque chose cloche, mais parce que trop de choses se passent à l'intérieur. Imagine penser 10 pensées là où les autres en pensent une. Imagine remarquer chaque micro-expression dans chaque échange. Imagine repasser en boucle une seule phrase prononcée, pendant des heures, vous demandant ce qu'elle voulait vraiment dire. Cette sensibilité n'est pas un super pouvoir. C'est un fardeau. Elle peut conduire à l'anxiété, à la dépression, à l'épuisement émotionnel. Non parce que le monde est hostile, mais parce qu'il n'est pas fait pour des êtres qui ressentent autant et pensent aussi profondément. Une étude de Harvard a même montré que les enfants très intelligents déclarent davantage de sentiments d'aliénation et d'angoisse existentielle. Dès leur plus jeune âge, ils comprennent qu'ils sont différents. Et au lieu de célébrer cette différence, on la punit. On leur dit « Tu réfléchis trop. Pourquoi ne peux-tu pas être normal? Arrête de poser tant de questions. » Alors ils finissent par intégrer le message. Peut-être que quelque chose ne va pas chez moi. Cela crée un conflit intérieur, un tiraillement entre le désir de s'exprimer et le besoin de se protéger. Ils veulent s'ouvrir, mais ils ont été trop souvent réduits au silence. Ils veulent se connecter, mais ils ont appris qu'il était plus sûr de se retirer. Alors, ils érigent des murs émotionnels, espérant que quelqu'un perçoive le silence derrière ces remparts. Mais la plupart ne voient rien. Même dans les relations amoureuses, ce schéma se répète. Les personnes très intelligentes peinent souvent à se sentir réellement vues, non pas seulement admirées, mais comprises. Elles peuvent paraître distantes, froides, mais en vérité, elles protègent une profondeur trop souvent maltraitée. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas aimer, c'est qu'elles ont appris que la plupart des gens aiment l'idée de l'intelligence, pas la réalité émotionnelle complexe qui l'accompagne. Le psychologue Kazimierz Dabrowski a nommé ce phénomène la surexcitabilité. Il désigne une sensibilité accrue dans 5 domaines: intellectuel, émotionnel, imaginatif, sensoriel et psychomoteur. En termes simples, les esprits brillants ressentent plus, pensent plus, souffrent plus. Et cette intensité, bien qu'elle alimente la créativité et l'intuition, creuse aussi un fossé entre eux et le monde. Mais voici une vérité cachée. La solitude ne signifie pas toujours qu'il manque quelque chose. Parfois, elle signifie simplement qu'il n'existe rien à la hauteur. Un esprit qui perce les illusions. Un cœur qui refuse les conversations creuses. Une âme qui choisit le sens plutôt que le confort. Une telle personne se sentira toujours un peu à part, non parce qu'elle a échoué socialement, mais parce qu'elle est faite pour quelque chose de plus profond, de plus rare. Alors, si vous avez déjà ressenti ce type de solitude, pas seulement l'absence de gens,
Mais l'absence de résonance, ce n'est peut-être pas une malédiction. C'est peut-être le signe silencieux que tu fais partie des rares qui ne se contentent pas de vivre, mais qui sont véritablement éveillés. On pourrait croire que l'intelligence attire l'admiration. Et c'est le cas au début. Mais derrière l'admiration se cache souvent une ombre, l'envie. Et l'envie a cette manière étrange de transformer la révérence en rejet. La plupart des gens ne l'admettront jamais, même pas à eux-mêmes. Mais dans le quotidien, les personnes intelligentes font souvent face à un ressentiment subtil, parfois même manifeste. Non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce qu'elles mettent à nu une douleur chez l'autre, l'insécurité. Lorsque vous entrez dans une pièce et que vous parlez avec clarté, profondeur ou assurance, certains n'entendent pas vos mots. Ils entendent leur propre insuffisance. Ils se sentent éclipsés, petits, invisibles. Cette brûlure, c'est l'ego qui tente de se protéger. C'est là qu'entre en jeu l'effet Dunning-Kruger. Nommé d'après les psychologues David Dunning et Justin Kruger, il décrit comment les personnes les moins compétentes surestiment leurs capacités, parce qu'elles ignorent tout ce qu'elles ignorent. Introduisez dans cet environnement une personne réellement intelligente, et soudain, l'illusion de compétence s'effondre. Elles sont confrontées à leurs limites, et plutôt que de les affronter, beaucoup réagissent par l'attaque. Elles taxent l'intelligent d'arrogant, froid, étrange, prétentieux. Mais l'ironie, c'est qu'il n'a jamais rien dit de tel. C'est l'ego qui a entendu tout seul. Car l'intelligence ne remet pas seulement en question des idées, elle défie les identités. Dans la psychologie des tribus, cela crée une menace sociale. L'humain a évolué dans des groupes où être accepté signifiait survivre. Se distinguer, penser autrement, remettre en cause les normes, c'était risquer l'exil. Ainsi, lorsqu'une personne intelligente vient perturber le consensus, elle déclenche des instincts ancestraux. Cette personne est dangereuse. Elle pourrait diviser le groupe, être rejetée. Ce schéma s'est répété à travers l'histoire. Socrate, sans doute le plus célèbre des philosophes, a été exécuté pour avoir corrompu la jeunesse. En réalité, il exposait la pensée creuse des puissants. Galilée fut assigné à résidence pour avoir affirmé que la Terre tournait autour du Soleil. Non parce que la science était offensée, mais parce que l'autorité de l'Église l'était. Nikola Tesla mourut pauvre et seul. Alan Turing, qui contribua à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, fut castré chimiquement pour son homosexualité et se donna la mort. Ce ne sont pas de simples histoires de malentendus. Ce sont des récits de représailles égotiques. Car introduire une nouvelle vérité, c'est exposer les mensonges sur lesquels tant ont bâti leur identité. Et la plupart préféreront te rejeter plutôt que se reconstruire. Ce phénomène n'appartient pas qu'au passé. Aujourd'hui encore, les innovateurs, les penseurs profonds, les porteurs de vérité sont mis à l'écart, non seulement sur les plateformes, mais dans la vraie vie. Dans les bureaux, on les ignore. Dans les classes, on les qualifie de perturbateurs. En amour, on leur reproche d'être trop. Pourquoi ? Parce que l'intelligence sans conformité dérange l'ordre social. Elle perturbe le confort. Elle élève les exigences. Elle rend la médiocrité visible. Et c'est impardonnable dans un monde dépendant du confort et de l'illusion. Alors, on murmure dans le silence. Et l'ego appuie sur la gâchette. Mais voici le paradoxe. Les gens veulent de l'intelligence, à condition qu'elle ne les force pas à se remettre en question. Ils admireront un génie sur YouTube, citeront un philosophe sur Instagram. Mais asseyez-les face à quelqu'un qui voit trop clair, ressent trop fort, parle trop vrai, et c'est la guerre. Alors, si tu as déjà été rejeté non pour tes défauts, mais pour ta lucidité, ce n'est pas parce que tu as eu tort. C'est parce que ta simple présence réveille chez l'autre ce qu'il n'est pas prêt à affronter. Et dans un monde gouverné par l'ego, cela est plus dangereux que le mal lui-même. Que faire alors, quand ce qui fait ta singularité est aussi ce qui t'isole ? Quand ton esprit plonge dans des profondeurs que personne ne semble vouloir atteindre ? Arthur Schopenhauer ne cherchait pas à enjoliver ce paradoxe. Il n'y apposait pas de positivité toxique. Il y répondait avec une brutalité presque cruelle, mais profondément libératrice. La solitude. La supériorité intellectuelle, écrivait-il,
se reconnaît à une propension à la solitude, non comme punition, mais comme libération. Car voici une vérité inconfortable. La foule ne comprend que rarement l'individu. Et plus tes pensées sont profondes, plus elles résonneront dans le silence. Mais pour Schopenhauer, ce silence n'était pas vide. C'était de la clarté. Dans un monde qui redoute la solitude, elle est perçue comme une faiblesse. Les gens courent après les distractions, la connexion constante, le bruit sans fin. Ils mesurent leur valeur au like, au message, à l'attention reçue. Mais Schopenhauer inversait la logique. Il affirmait que celui qui peut être seul et se sentir complet est la forme la plus puissante d'être humain. Car la solitude n'est pas l'isolation. La solitude, c'est choisir la paix plutôt que la compagnie superficielle. Ce n'est pas l'absence d'autrui, c'est la présence de soi. Schopenhauer pensait que les penseurs profonds se retiraient naturellement, non par haine des gens, mais par épuisement face à leur superficialité. Les gens ordinaires, disait-il, sont comme des horloges, répétant les mêmes pensées, les mêmes idées. L'intellect noble, lui, est une boussole, toujours orienté vers la vérité, la profondeur, le sens. Et l'on ne suit pas une boussole dans une pièce bruyante. Alors, que t'offre la solitude que la société ne pourra jamais t'offrir? La liberté. Pas seulement physique, mais mentale et émotionnelle. La liberté de penser sans interruption, de ressentir sans jugement, de créer sans compromis. C'est dans la solitude que naissent les grandes idées. L'art, la philosophie, la science, la vision. Rien de cela n'émerge de la foule. Tout se forge dans le silence. Schopenhauer passa la majeure partie de sa vie en réflexion silencieuse. Il ne fut ni populaire, ni célébré de son vivant. Mais il comprit une chose intemporelle. Un homme ne peut être lui-même que lorsqu'il est seul. Et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera jamais la liberté. Car c'est seulement dans la solitude qu'il est vraiment libre. Et voici le véritable pouvoir. Lorsqu'on ne cherche plus de validation, on devient intouchable. Le rejet perd son pouvoir. On cesse de se plier pour s'insérer dans des lieux auxquels on n'appartient pas. On ne rabaisse plus ses pensées pour rassurer les autres. Et soudain, cette solitude devient sanctuaire, forge de force, miroir de vérité. C'est cela, le génie brutal de Schopenhauer. Ne supplie pas la société d'accepter ta profondeur. Laisse-la te rejeter. Laisse-la mal te comprendre. Car ce rejet est la preuve de ta singularité, non de ton échec. Le monde n'ignore pas les penseurs profonds parce qu'ils ont tort. Il les ignore parce qu'ils menacent ce qui est facile et familier. Ainsi, si tu es incompris, mis à l'écart, qualifié de trop intense, trop analytique, trop différent, Schopenhauer te dirait « parfait ». Cela signifie que tu n'es plus prisonnier du troupeau. Mais la solitude n'est pas qu'un refuge. Elle est une reconquête de votre esprit, de votre temps, de votre énergie. Elle te permet de cesser de jouer un rôle et de commencer à être. Non ce que le monde attend de toi, mais ce que tu es réellement. Et lentement, dans ce silence retrouvé, tu commences à voir ce que d'autres ne peuvent percevoir. La beauté dans le silence, l'ordre dans le chaos, la profondeur dans la douleur. Tu cesses de vouloir appartenir à la masse et tu commences à devenir. C'est cela que Schopenhauer appelait l'intellect noble. Non noble par naissance, mais par richesse intérieure. Et ce n'est pas pour tout le monde. La plupart ne choisiront jamais ce chemin, car la solitude vous oblige à te confronter à toi-même. Et cela est terrifiant. Mais si tu as le courage de l'arpenter, de t'asseoir dans le silence, de sentir le poids de tes pensées, de résister à la tentation de te diluer pour t'accommoder à la masse, alors la solitude devient puissance. Non parce qu'elle te rend spécial, mais parce qu'elle te rend réel. Vois-tu, tu ne devrais pas craindre la solitude que l'intelligence peut t'apporter. Laisse-la te sculpter. Laisse-la t'approfondir. Laisse-la te libérer. Si tu t'es déjà senti à part, comme si tes pensées étaient trop lourdes, tes questions trop profondes, tes émotions trop intenses pour le monde qui t'entoure, tu n'es pas brisé. Tu n'es pas de trop. Tu es simplement plus conscient. Et cette conscience, cette profondeur, a un prix. Solitude, incompréhension, rejet. Mais voici la vérité que l'on te dit rarement. Cette douleur n'est pas un défaut.
C'est un signe. Le signe que tu vois ce que d'autres fuient, que tu ressens ce que d'autres refoulent, que tu penses de manière à déranger le confort collectif. Les choses même qui font ta différence sont souvent celles qui mettent les autres mal à l'aise. Alors ils s'éloignent. Non parce que tu es en tort, mais parce que tu leur rappelles ce qu'ils refusent d'affronter en eux-mêmes. C'est le secret que Schopenhauer avait saisi. Vois-tu, tu n'as pas besoin de changer ce que tu es. Tu dois comprendre ce que tu es. Le parcours d'une âme intelligente n'est jamais linéaire. Il va de la confusion. Pourquoi ne puis-je m'intégrer à la clarté? Peut-être n'étais-je pas fait pour cela. Puis, à la puissance intérieure, je n'en ai pas besoin. Et quelque part sur ce chemin, la solitude se transforme. Elle cesse d'être une plaie pour devenir un miroir. Un miroir qui reflète ta vérité, ta vision, ton potentiel. Schopenhauer a un jour écrit que lorsque tu n'es plus prêt à échanger ton authenticité contre de l'approbation, cela seul est la preuve. La preuve que tu n'es pas perdu. Tu es simplement en avance sur ton temps. Et avec le temps, peut-être que d'autres te rejoindront. Ou peut-être pas. Mais toi, tu seras déjà libre. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu ne regardes pas une simple vidéo. Tu cherches plutôt un sens, une vérité, quelque chose de réel. Et cela seul te distingue déjà de la majorité. Peut-être t'es-tu toujours senti différent, comme si tu penses trop, ressens trop, te préoccupes de ce que les autres ignorent. Peut-être que le monde t'a fait douter, croire que c'était un défaut. Ça ne l'est pas, c'est de la clarté. Schopenhauer croyait que les chemins les plus solitaires appartiennent aux esprits les plus éclairés. Et si cette clarté t'isole, elle te libère aussi. Ici, chez le concentreur, c'est un espace pour ceux qui pensent profondément, qui remettent tout en question et qui ne se contentent jamais de réponses superficielles. Tu n'es pas seul dans ce que tu penses ou ressens. Cette chaîne existe pour toi. Si ce message a trouvé un écho en toi, abonne-toi pour en apprendre plus sur la psychologie, la philosophie et les mystères de l'esprit humain. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu as déjà ressenti ce genre d'isolement, n'hésite pas à raconter ton histoire dans les commentaires. Tu nous aideras à grandir. Continuons à bâtir ensemble une communauté d'esprit qui ne rentre pas dans les cases, car nous n'avons jamais été faits pour cela. Prends soin de toi.